Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, pour ce 4e épisode d'Expat Expert, on retrouve Mathilde au micro, une maman française installée à Toronto, au Canada. On revient ensemble sur la découverte de son endométriose suite à une ablation du rein et ce en quoi cela a particulièrement changé sa vie, notamment sa reconversion professionnelle et ses grossesses à venir. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Mathilde. Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Merci à toi. Écoute, j'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Oui, donc moi je m'appelle Mathilde, j'ai 33 ans, je suis originaire de Lyon en France, mais j'habite au Canada, à Toronto depuis 2015. Je suis en couple avec Michael, qui lui est du Pérou, et ensemble nous avons eu une petite fille il y a un peu plus de 2 ans qui s'appelle Mila. Oh, elle est née quand exactement ? Elle est née en octobre 2019. Ah oui, on se suit, hein, c'est fou. Et je pense qu'il y a il y a une effervescence des bébés en 2019. Peut-être. Ok, donc famille multiculturelle vivant à l'étranger. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as rencontré ton conjoint ? Oui, alors bon, c'est un petit peu original, hein. Je l'ai rencontré sur on va dire une toute petite île en Thaïlande. En fait, après avoir vécu 2 ans en Chine, j'ai décidé de partir faire un road trip d'1 mois et donc de passer par la case Thaïlande ou sur une toute petite île en fait où je suis restée juste une nuit et je l'ai rencontré à ce moment-là. Donc on a passé la nuit à papoter, on a eu un super feeling et puis le lendemain, moi je suis partie de l'île en fait. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment gardé contact, on s'est envoyé des messages tous les jours, on s'est appelé toutes les semaines pendant 1 an. Et au bout d'1 an, on s'est revus en 2014, voilà, fin 2014. Donc on est parti en voyage en Espagne, on a fait les îles Canaries. Il est retourné au Pérou, je suis rentrée en France, et puis de nouveau il est revenu quelques mois plus tard, et puis on a fait ça pendant quelques mois, et puis jusqu'au jour où on a décidé de se revoir, mais après d'arrêter de se voir, parce qu'en fait on n'avait pas de vision, tu vois. Sur le long terme. Bah non, ouais, lui étant basé, vivant à Lima et moi à Lyon, c'était un petit peu compliqué. Ouais, c'est quand même dingue de faire autant entre guillemets d'efforts pour une nuit, c'est fou. Ah ouais, écoute, je sais pas, il s'est passé un truc, le destin. C'est évident. Encore une fois, on y est encore et toujours. Hein. Mais alors, comment les planètes s'alignent pour vous Ouais, alors figure-toi qu'en septembre 2015, donc tu vois, quasiment 2 ans après, moi j'ai trouvé un travail à Montréal. Ok. Et donc je fais ma petite vie à Montréal, je profite à fond. Et puis en juin 2016, donc tu vois, quasiment 1 an après que je suis arrivée à Montréal, il m'écrit un email alors qu'on se donnait plus de nouvelles, hein. On s'en donnait 2 fois par an, quoi, pour Noël, pour la bonne année, les anniversaires. Il m'écrit un mail pour me dire qu'il a été pris aux US pour faire son MBA dans une ville qui est juste de l'autre côté de la frontière par rapport au Canada, par rapport à Montréal. Donc là, tu vois, à 2h30 en voiture. Donc là, on se dit bon c'est un signe. Ouais, c'est clair. Voilà. Et j'ai quand même mis quelques mois avant de le revoir. Mais voilà, on s'est revus et c'est là que vraiment on a commencé notre histoire, quoi. Fin 2016. Et 3 ans après, quoi. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est dingue. C'est dingue cette histoire perdue entre 3 continents. C'est ça. Ah non, 2, pardon. Ouais, bah oui. Juste la rencontre qui s'est fait du coup en Asie et puis au final, c'est ça. C'est dingue. Et donc il finit quand même par basculer au Canada plutôt qu'aux États-Unis, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, 1 année après, on décide d'emménager ensemble. Donc, il trouve un travail après son MBA à Toronto. Et donc, moi, je fais le choix d'aller à Toronto, évidemment. Ouais. Ça te change pas trop de Montréal à Toronto parce qu'on parle quand même, tu quittes un peu la communauté francophone pour aller du côté anglophone. Clairement. Après, c'est super pour le coup d'avoir les 2 expériences. C'est vrai que moi j'ai quand même un petit coup de cœur particulier pour Montréal, mais Toronto. Et puis c'est vrai qu'on a quand même pas mal connu Toronto finalement en mode confinement. Donc bon,
c'est une autre expérience, mais après la dynamique est aussi super sympa. Oui, parce qu'au final, quand est-ce que vous arrivez à Toronto en 2017? En 2018. Ah, d'accord. Ouais. Donc en fait, sur l'année 2017, on est vraiment entre les US et le Canada. Voilà, on fait les allers-retours. Ok. Lui, moi, plus lui que moi, mais ouais. Et puis c'est quand même une année un peu complexe, je dirais, parce que c'est l'année où, enfin, tu vas nous en parler, mais c'est l'année où tu te fais faire une ablation du rein en France, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement. En fait, en janvier 2017, donc c'était vraiment en tout début d'année, on fait le choix de me retirer le rein droit parce qu'il ne marchait plus. Et à la base, donc j'avais un problème, mais qui aurait pu rester comme ça, enfin, Bénin. ouais, exactement bénin pendant plusieurs années. Mais là, j'ai eu un double problème. J'ai eu ce qu'on appelle la maladie de la jonction. Donc c'est un problème vraiment, on va dire, de tuyauterie, je dirais. Mais j'ai de l'endométriose en fait qui bloquait mon rein. Donc c'était un peu la double peine qui a fait que le rein ne fonctionnait plus. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était de l'endométriose. Je l'ai su après l'ablation du rein. Donc si tu veux, on t'enlève le rein. Et puis donc tu te dis bon allez voilà une bonne chose de faite, je vais plus être embêtée. Et puis hop, on t'annonce l'endométriose que moi je ne connaissais pas du tout. Je n'avais jamais entendu parler de cette maladie à ce moment-là quoi. Alors, est-ce que tu peux, parce que je pense que tu feras un bien meilleur travail que moi, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la maladie de l'endométriose et combien de femmes ça touche aujourd'hui Ouais, alors en fait l'endométriose c'est vraiment considéré comme une maladie chronique qui va être caractérisée en fait par la présence de, on va dire, cellules, tissus qui vont être similaires à l'endomètre, mais qu'on va retrouver à l'extérieur de l'utérus. Donc juste pour rappel, l'endomètre c'est ce qui va tapisser l'utérus en vue d'une grossesse. En fait, donc s'il n'y a pas de fécondation, bah hop, ce sont les règles. Donc tu vois, l'endomètre, il s'évacue par le vagin pendant les règles, en fait. Et donc là, ces cellules, ces tissus qui vont être à l'extérieur de l'utérus vont subir l'influence des hormones, des modifications hormonales. Et donc ça peut toucher toute la zone pelvienne, mais pas que. Voilà, ça peut, comme moi, remonter très haut. Il y en a même, voilà, qui en ont dans l'épaule. Ça peut, ouais. Donc ça concerne une femme sur 10. Donc c'est énorme, ça fait à peu près 180 millions de femmes dans le monde. Et on dit qu'il y a une endométriose par femme en fait. Tu t'as pas deux femmes qui auront les mêmes symptômes. Tu peux avoir des femmes qui ont pas de douleur déjà, qui ont de l'endométriose mais pas de douleur. T'en as d'autres qui ont des toutes petites lésions qui vont avoir des douleurs très importantes. C'est très flou et très complexe comme maladie. Oui. Ouais. Donc c'est un spectre assez important. Et donc dans ton cas alors, quels étaient les symptômes? Parce que c'est quand même aberrant que, enfin, j'imagine que tu avais les symptômes entre guillemets réguliers qu'on peut entendre assez souvent, à savoir des douleurs extrêmement fortes. Alors, j'allais dire des douleurs douloureuses, non, des douleurs extrêmement fortes. Voilà, dans le bas du ventre. Ouais, et exactement, t'as raison. Il y a des signes quand même qui font que, bah, maintenant, comme on en parle de plus en plus, qu'il y a une vraie, on va dire, démocratisation autour de ça. Les symptômes, on les connaît, mais tu vois, moi, on dit qu'en moyenne, il faut 7 ans pour poser le diagnostic. Moi, il a fallu quasiment 20 ans. Et ça m'a clairement, exactement, et perdre un rein, qui est quand même, tu vois, avant 30 ans, qui est quand même un peu énervant. Ouais. Mais j'étais vraiment en colère contre le corps médical parce que j'ai toujours eu des suivis gynéco toutes les années. Toutes les années, c'était la même chose. Je disais que j'avais donc depuis mes premières règles, hein, donc c'est-à-dire depuis l'âge de 10 ans, je disais que j'avais des règles très douloureuses et en fait, on me disait que c'était normal d'avoir mal. Tu vois. Oui. Et je me rappelle même très bien, j'étais allée voir mon médecin traitant, j'avais 11 ans et elle m'avait dit bah ça ira mieux après une grossesse quoi. Tu te rends compte? Ouais, c'est quand même... Mais donc, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que tu vois, tu attends des femmes dans ce monde qu'elles internalisent absolument toute douleur physique, quoi. Et moi, je me souviens, enfin, bon, j'ai pas envie de comparer à l'endométriose, mais quand même, enfin, quand tu vas faire ton suivi de grossesse et qu'on te dit, bah, tu vois, tu dis, bah, j'ai mal ici, j'ai mal ça, et tout le monde te répond, oh, mais c'est normal.
À un moment donné, les gars, je vais être à l'agonie, prête à crever, que vous allez me dire que c'est normal, quoi, tu vois. Donc, ouais, non, il y a un vrai problème. Ouais. Les femmes, on est vraiment mal, on n'est pas entendu, quoi. Hein. On passe vraiment au second plan. C'est très énervant. Ouais. Et d'où vraiment aussi de pointer du doigt toutes les violences obstétricales, non? Merci bien. Oui, je vais le mettre je vais le mettre à me répéter ce mot comme anecdote. Voilà. Est-ce que donc ils auraient pu en fait te déceler cette maladie avant de t'enlever un rein, quoi. Clairement, parce que j'avais vraiment des douleurs pendant les règles qui étaient donc très fortes. J'avais des règles très abondantes. J'avais même des troubles digestifs. Tu vois, ça peut être diarrhée, constipation. Enfin, voilà. J'avais même jusqu'à tomber dans les pommes. Enfin, tu vois, ça m'est arrivé avant d'aller au boulot de tomber dans les pommes de douleur, quoi. Et en fait, ça n'a jamais affolé personne. Tous les gynécos que j'ai vus, et c'est assez énervant, ouais. Mais parce que c'est quand même, on peut faire un rappel sur ce podcast, c'est que c'est pas normal d'avoir autant de douleurs ou de symptômes juste pour des règles. Parce pas que du aussi, tout, voilà. Ce qui est important de préciser, c'est que donc tous ces symptômes, ils apparaissent seulement pendant une semaine par mois, enfin pendant les cycles, ou est-ce que ça peut être ça peut assez être en constant? continu. Voilà. Ouais. Il y a des femmes qui ont des douleurs constamment. Ah non, il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Hein. Ouais. Et en fait, une des conséquences aussi de l'endométriose, c'est la complexité, voire parfois en fait l'impossibilité de tomber enceinte, parce que ça crée des lésions au sein de ton utérus, voire parfois comme dans ton cas, un peu plus poussé dans ton corps. Ouais, alors voilà, exactement. C'est bien que tu l'évoques parce que il y a donc l'endométriose, on a vu que c'était vraiment à l'extérieur de l'utérus, et en fait il y a aussi une maladie qui s'appelle l'adénomiose, où là ça va être vraiment les cellules qui vont migrer mais à l'intérieur de l'utérus. Donc là effectivement ça peut créer de la difficulté pour tomber enceinte. Ce qui est aussi possible, c'est que s'il y a des lésions qui sont aussi à l'extérieur, tu vois, qui bouchent un passage ou même des adhérences entre les organes, parce que ça aussi c'est possible, à force d'avoir de l'inflammation, on peut avoir les organes qui sont, on va dire, comme collés entre eux. Et du coup, oui, mécaniquement parlant, ça peut poser des problèmes. Faut savoir que il y a de l'infertilité dans 40% des cas. Donc, c'est pas toutes les femmes qui ont de l'endométriose qui vont être infertiles, tu vois. Oui. C'est bien de le rappeler aussi, quoi. Oui. Parce que c'est possible de tomber enceinte naturellement et de pas forcément passer par la case aide parce médicale. Que non, c'est bien parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on décèle une endométriose à une femme, on lui dit ça va être quand même très très challenging de tomber enceinte. Ouais, c'est vrai que oui. Oui, moi aussi on me l'avait dit. Hein. En plus, suite à l'ablation du rein, ils avaient vu qu'il y avait beaucoup d'adhérence entre les organes. Ils m'avaient clairement. Alors que moi, à ce moment-là, on n'en parlait même pas, tu vois, de bébé. Ouais. Mais ça m'a un peu quand même. Je l'ai gardé en tête, quoi. Ça allait être ma question parce que, j'imagine en 2017, tu vois, tu es posée quand même avec. Tu commences. C'est le début, ouais. Avec ton futur conjoint. Est-ce que donc il y avait pas une question de potentiellement étendre la famille à ce moment-là? C'est vrai qu'on l'a pas vraiment évoqué. On savait qu'en fait lui comme moi voudrait des enfants, mais on n'avait pas posé de discussion un peu officielle par rapport à ça, quoi. Pas du tout même. D'accord. C'est venu quand même plus tard. Oui. Et donc ça me permet de faire une belle transition. Donc, du coup, à quel moment vous décidez de mettre un projet bébé en route? Alors, si tu veux, déjà moi, quand j'ai subi l'ablation du rein et qu'on m'a parlé d'endométriose, j'en ai tout de suite parlé. Ok. Parce que, pour moi, ça a été, tu vois, je me suis tout de suite dit, si jamais je peux pas avoir d'enfant, il voudra pas être avec moi, blabla. Tu vois, tu pars dans des délires, et en fait, il m'a énormément rassurée par rapport à ça.
Donc bon, ça déjà c'était un bon point. Ok. Et puis après, si tu veux, l'année qui a suivi, l'année 2017, moi l'endométriose, je voulais pas en entendre parler. C'est-à-dire que j'étais dans un déni total. J'arrivais même pas à me rappeler du nom de la maladie. Enfin, fallait pas m'en parler quoi. C'était trop tôt, c'était trop frais. Donc là, on l'a pas évoqué. Et puis en 2018, j'ai vraiment commencé à m'y intéresser. Tu vois, pour moi, c'était hors de question que je me fasse de nouveau opérer pour enlever les différentes lésions. Ouais. Et donc, j'ai commencé à trouver des livres qui vraiment m'ont donné de l'espoir. Je voyais qu'il y avait des femmes qui avaient eu des choses, entre guillemets, bien pires que moi et qui vivaient maintenant très bien de façon naturelle, tu vois, avec l'endo. C'est parce que en France, ils t'ont proposé un traitement médical. Est-ce qu'il y en a un déjà en plus pour Alors, l'endométriose? faut savoir qu'il n'y a pas de traitement, en fait. L'endométriose, c'est une maladie chronique, donc Ouais. Donc, au autant même titre essayer que de... les migraines, les brain fog, tout ça, quoi. Oui, alors la seule solution, c'est d'essayer de bien vivre avec, en fait. Et après, c'est vraiment en termes de choix. Ouais. Soit t'as toujours la possibilité de prendre la pilule. Moi, j'ai pris la pilule pendant 15 ans, jusqu'à ce que après je décide de l'arrêter vraiment en conscience. Qui peut te donner un peu de répit, quoi. Si t'as des douleurs constantes. Alors après, c'est pas non plus une solution parce que ça guérit pas du tout non plus l'endométriose, ça cache un peu tout quoi, si tu veux, ça met un peu tout sous le tapis. Oui. Mais tout ça pour dire que je me suis un peu éloignée et que oui, ta question c'était quand est-ce qu'on a commencé à en parler du projet bébé? Ben en fait début 2019. Ok. Voilà, moi j'ai décidé donc de m'y informer beaucoup. J'ai fait une formation carrément vraiment pour moi à la base de coach en santé, D'accord. qui a été une révélation. Et c'est marrant parce que tu vois, il y a pas de hasard. J'ai commencé cette formation en janvier 2019 et je suis tombée enceinte en janvier-février 2019, quoi. Comme Eh quoi. ben, ouais. Non, c'est incroyable. Et comme quoi, vraiment, quand tu fais travailler ton mental, là, ça impacte nécessairement ton corps, quoi. C'est ça. Et puis pour le coup, il y avait eu tout un cheminement qui avait été fait. Tu vois, ça a pas été voilà. D'un point de vue physique, émotionnel, ma formation m'a énormément apporté. De ce point de vue-là, sur le fait d'apprendre à prendre soin de moi, en fait, tout simplement. Oui. Et alors, pendant ces 2 ans qui se passent entre la révélation de l'endométriose et ta première grossesse, tu te fais suivre gynécologiquement parlant, je sais même pas si ça se dit, Si, ouais. au Canada, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc moi, je fais le choix de me faire suivre par une gynéco qui est aussi spécialisée en endométriose. D'accord. Voilà, donc tu vois, je lui amène tout mon dossier médical, je lui explique toute ma situation. Ça me rassurait, voilà, de ce point de vue-là, d'avoir ce suivi-là. Ok. Et donc, tu lui fais part de tes projets bébés ou t'as pas eu le temps parce que comme tu l'as fait toi de ton côté en interne, ça s'est bien passé naturellement? Oui, oui. Alors pour le coup, c'est vrai que je suis tombée enceinte de façon naturelle. Donc il n'y a pas eu trop de questions à se poser. Alors après, il y avait bien sûr un peu l'appréhension des 3 premiers mois, tu vois, évidemment, Oui. mais avec un peu de stress parce que c'est vrai que il y avait pas forcément. Tu sais, mon premier réflexe a été d'aller voir un peu endométriose, grossesse, et il y a quand même plutôt des choses négatives qui sortaient. Donc c'était pas très rassurant. Et puis au final, tout s'est très très bien passé, quoi. Ouais. Donc on t'a jamais parlé de PMA, de... Non, et de toute façon, à titre personnel, j'aurais pas été dès le départ, tu vois, dès que j'ai su en 2017 là pour l'endométriose, j'ai dit à Mike je me sentirais pas capable de passer par cette étape-là. Ok. Ouais, donc dès le départ, c'était pas forcément une option pour nous. On parlait plus, tu vois, d'adoption, si voilà. D'accord. Et mais donc du coup soulagée quand même d'être capable voilà de tomber enceinte naturellement et quelques temps après quand même, c'est bien. C'est ça, parce que finalement entre l'opération du rein, tu vois, janvier 2017 et le moment où je tombe enceinte, c'est
que entre guillemets 2 ans. Donc oui, ça m'a rassurée, cette connexion à mon corps, je l'ai vraiment eu à ce moment-là, je pense, en fait. Ouais. Que je mettais un petit peu de côté depuis toutes ces années, parce que quand t'as tellement mal, au final, tu sais, tu te dis que c'est pas forcément un cadeau d'être... Ouais. Mais alors, moi, j'ai cru comprendre que quand même, être enceinte diminuait les symptômes parce que il n'y avait plus de cycle. Alors, pause. En général, oui. C'est vrai qu'il y a des femmes, en fait, il y a pas de règle. Il y a des femmes chez qui ça va être très douloureux tout au long de la grossesse. Il y a d'autres femmes chez qui ça va complètement dissiper les symptômes de l'endométriose, ce qui a été mon cas. Ouais. Moi, j'ai eu aucune douleur tout au long de la grossesse. La seule difficulté que j'ai eue, c'est à la fin de la grossesse, le bébé qui bloquait mon rein. Du coup, c'était un peu stressant, mais c'est tout. Ouais. Enfin, c'est tout. Voilà. C'est quand même pas mal, hein. C'est suffisant. Donne-toi une petite caresse quand même sur le dos, parce que c'est pas mal, hein. Ouais, c'est vrai que j'ai eu une grossesse absolument parfaite. Après, c'était un tout petit bébé, parce que je pense qu'elle avait pas beaucoup de place. Et, elle a pris la place qu'elle a pu. Et... La louloute. Ouais. Et donc, du coup, comment se passe le jour J de ton accouchement ? Est-ce qu'il y a des risques du coup associés à l'endométriose, le fait de vouloir accoucher par voie basse par exemple ? Non, okay. A priori non, il y a pas plus de risques. Le seul peut-être petit risque qu'il peut y avoir, c'est si c'est une césarienne et qu'il y a des adhérences. Là, ça peut être un peu plus compliqué. Oui. Voilà. Mais bon, c'est le seul cas de figure auquel je pourrais penser qui vraiment est le risque. Tu vois, il y a pas de... Oui. Après aussi, peut-être qu'il peut y avoir, s'il y a des lésions, tu vois, qui peuvent se réveiller en fonction de comment est positionné le bébé. Ça peut être douloureux, suivant où sont les lésions d'endométriose, mais voilà. Et mais alors dans ton cas, ton accouchement s'est bien passé ? Écoute, franchement, c'était un accouchement absolument magique. Donc ça aussi c'est possible. Hein, tout s'est très bien passé. Donc moi j'ai fait le choix d'avoir la péridurale. Faut savoir que je suis quand même arrivée à l'hôpital avec le col ouvert dilaté à 9, donc j'étais vraiment... Et ils ont eu le temps de te faire une péri ? Eh bah oui, figure-toi qu'au Canada, oui. Bah j'étais contente. Hein. Oh bah tu m'étonnes. Parce que moi je suis arrivée à 7, ils m'ont dit vous êtes en train de pousser, il va peut-être falloir... C'est trop tard. Et je me disais non, tu as intérêt à me trouver ton anesthésiste maintenant. Moi j'accouche pas comme ça. Tu enfanteras dans la douleur ? Non. Non, merci. Non. Enfin, après, libre à chacune de faire ce qu'elle veut. Mais, oui, tout à fait. Et moi, j'ai fait le choix de, et puis en 20 minutes, 4 poussées, elle était là, quoi. Ah, ouais. Il n'y a aucune complication, donc, rapide et parfait. efficace. Ouais, vraiment. Mais tu vois, la vie te donnait un peu un cadeau, un répit. C'est ça. le jour un peu qui peut paraître le plus compliqué, challenging en termes de douleur, on va lui donner un petit peu de répit. Je pense qu'elle en a suffisamment sué, la nana. C'était bien apprécié, puis du coup ça reste un super souvenir, quoi, donc c'est magique. Non, c'est chouette. Et comment ça se passe la rencontre avec Mila alors ? Ah là là, absolument magique. Elle est toute petite, elle est toute propre, elle a les yeux, elle regarde partout. J'oublierai jamais. Curieuse. Ah ouais. Elle se demande un petit peu ce qu'elle fait là. Nous, on sait pas trop quoi lui dire. Tu vois, on est un peu choqués. Mais non, super. Et puis après, elle a juste fait une nuit en couveuse parce que elle manquait un peu de sucre, mais c'est tout, quoi. Okay. Tu vois, on est parti, j'ai accouché le lundi après, mais le mercredi matin, on était à la maison, quoi. Oui. Bon. Voilà. De toute façon, autant rester chez soi qu'à l'hôpital, hein. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu as fait le choix de l'allaiter ? Oui. Tout à fait, j'ai fait le choix de l'allaiter, ça me tenait vraiment à cœur. Au départ, je m'étais dit, j'aimerais bien l'allaiter 6 mois, et puis en fait, je l'ai allaité pendant 2 ans. Elle s'est sevrée toute seule, donc c'était super, quoi, c'était ce que je souhaitais. Et puis, faut savoir que du coup, la production de prolactine, donc l'hormone qu'on produit au moment de l'allaitement, ça peut aussi mettre en pause les symptômes d'endométriose. Oui. Donc en fait, ce qui m'a juste étonnée, ce que je savais pas qui était possible, c'était
En fait, j'ai eu un retour de couche très rapide, enfin même pas après 3 mois, malgré un allaitement exclusif. Donc ça, c'est Oui. bon à savoir aussi que c'est possible. Oui, je Voilà. pense que ça dépend de si elle fait ses nuits, si tu as des gaps de genre plusieurs heures d'allaitement, ce genre de choses. Je pense que ça peut te... Mais alors, Peut-être, ouais. mais dans ton cas, du coup, si tes cycles reviennent, j'imagine que les douleurs réapparaissent aussi, Eh ben non. Moi, non? je suis vraiment tranquille depuis tellement d'années, c'est tellement confort. Parce qu'aussi, il faut savoir que du coup, j'ai eu ma première grossesse, j'ai fait les 2 ans d'allaitement, je suis tombée enceinte au moment où ma fille a décidé de se sevrer de Oui. l'allaitement, et donc j'enchaîne en fait, si tu veux. Oui, donc c'est Donc parfait pour toi, là, pour le pour moi, moment. c'est parfait. Je dirais jamais que je suis guérie de l'endométriose parce que ça peut réapparaître, mais en tout cas, là, depuis plusieurs années, je n'ai absolument aucun symptôme, ce qui est absolument génial. Ouais. Bah oui, mais félicitations. Alors, t'es à combien de mois de grossesse, là? Écoute, là, je suis dans la fin du 5e mois, Oh, oh, donc t'es en train de vivre le paradis, là. T'es dans le deuxième trimestre. C'est le c'est paradis. ça. Ouais, mais il y a quand même beaucoup plus de fatigue que que la première Ah, bah, ça, grossesse. c'est clair parce que t'as la petite toddler à côté qui te dit, C'est hé, ça. cocotte, si tu veux t'allonger sur le canapé, on lit un livre. C'est ça. Tu sais ce que c'est, quoi. Ah, purée, I feel you. Ouais, t'inquiète pas. Mais, ok, donc parfait, en fait, tu les as enchaînés tac-tac, donc t'as pas eu le temps entre guillemets, de revoir un semblant de cycle ou de retour à la, entre guillemets, normale. C'est ça. Bah après j'avais eu donc comme je te dis un retour de couche normal mais sans symptômes donc bah très bien je prends et puis bon bah là comme c'est reparti avec cette grossesse on verra comment ça se passe par la suite mais c'est sûr que j'aimerais aussi bien allaiter une deuxième fois donc on Ouais. verra. Ok, donc ça c'était très clair pour ta partie perso. Mm. Tu l'as mentionné rapidement que tu avais passé un an à te former en coach santé, notamment spécialisé dans l'endométriose. Ouais. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur cette formation? Oui, alors en fait, j'ai fait en 2019 une formation assez générale de coach en santé et je trouvais qu'il me manquait quand même un peu des infos clés pour vraiment accompagner des femmes qui souffraient d'endométriose. Donc je me suis formée en santé hormonale. Donc Ok. là c'est bien plus spécifique et du coup ça m'a apporté des clés supplémentaires si tu veux pour pouvoir accompagner des femmes qui souffrent d'endométriose et qui voudraient en fait arriver à vivre confortablement sans Ouais. prendre de pilules, voilà. Oui, parce que donc moi j'ai pu épier, j'ai pu enquêter un peu sur ton site internet et apparemment donc il y a des solutions naturelles qui s'offrent aux femmes pour diminuer tout au moins leurs symptômes. C'est Euh, ça. on les a mentionnés un petit peu plus tôt brièvement, donc est-ce qu'on peut faire un rapide rappel des symptômes de cette maladie? Bien sûr. Alors il y en a beaucoup, donc je vais essayer de lister les principaux. Donc ça va être des règles douloureuses, ça va être le symptôme entre guillemets principal. Des règles abondantes, donc sur des règles de plus de 7 jours par exemple. Oh la vache, ouais. Des troubles digestifs, donc on va voilà altérer entre diarrhée, constipation ou douleur, des troubles urinaires, de la fatigue chronique, des douleurs pendant les rapports sexuels. Ça Ouais. aussi, c'est très représentatif. Des adhérences entre les organes et il peut y avoir aussi des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire que s'il y a des lésions d'endométriose qui sont sur des nerfs, que ça touche les nerfs, et ben ça peut se faire des douleurs un peu type décharge électrique, tu vois. Oh la vache, ouais. Ouais, donc pas de répit quand même. Et Non, ouais. est-ce que c'est une maladie génétique? Alors, en fait, on sait pas trop. Il y a plusieurs théories. A priori, il y aurait quand même un petit facteur génétique, c'est-à-dire que quand en général une maman a de l'endométriose, bah, sa fille aura plus de chances d'en avoir. Mais en fait, on sait pas vraiment. Il y a plusieurs théories. T'en as qui disent que c'est un reflux par les trompes, mais en fait, il y a des facteurs voilà génétiques, environnementaux. C'est on va Ouais. dire multifactoriel quoi comme Ça me maladie. paraît, ça me paraît encore dingue que
j'ai l'impression qu'on parle d'endométriose depuis genre 2-3 ans, quoi. C'est ça qui me paraît incroyable. C'est à quel point la société a accepté que les femmes vivent dans la douleur. C'est pour te dire. Ah oui. Ah bah c'est clairement. Pour te dire, je pense que tu le sais, mais c'est. Non, c'est clairement tabou, hein. Ouais. Ah, c'est incroyable. Est-ce que c'est une donc, étant donné que c'est une maladie chronique, j'imagine que c'est pas curable, donc tu dois vivre avec, c'est ça? Il y a pas de traitement à ce jour, ouais, malheureusement. Et donc, d'où en fait ta formation et d'où tes services, donc où apparemment tu peux proposer des solutions aux femmes pour diminuer les symptômes qui ne soient pas hormonaux, des solutions hormonales, pardon. Ouais, voilà. Donc malheureusement, il n'y a pas, voilà, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'options qui est proposée par le corps médical, on va dire, à part la pilule. Donc ou une ablation des trompes aussi, j'ai cru comprendre. Oui, mais ça pas forcément non plus. Enfin, ça peut, tu peux te faire enlever même carrément l'utérus. Sympa. Et puis, bah, si t'as quand même toujours des lésions, toujours avoir des douleurs. Ouais. Donc, ouais, non, c'est très complexe. Et alors, qu'est-ce que tu proposes, toi, brièvement, hein, parce que je suis sûre qu'il y a un large choix, mais qu'est-ce que tu proposes généralement comme solution? J'ai cru comprendre que l'alimentation jouait beaucoup. Alors, ouais, moi je dirais que ça a été chez moi, en tout cas, le premier pilier qui a fait son effet, quoi. Clairement, en fait, l'endométriose, ça va vraiment nécessiter une prise en charge pluridisciplinaire. D'un côté, tu as le corps médical avec les spécialistes, donc là, faut quand même bien faire les rendez-vous, tu vois, les échos, les IRM si besoin, et puis tu peux avoir les médecines alternatives pour que, en fait, chacune trouve ce qui lui correspond. Oui. Tu vois, il y a plusieurs actions possibles. Moi, je peux parler très rapidement d'une espèce de boîte à outils, comme ça, s'il y a des femmes qui nous écoutent, qui souffrent d'endométriose ou qui n'ont pas encore eu leur diagnostic, ça peut leur donner des pistes d'action. J'ai distingué en deux parties. Donc, il y aurait la première partie, ça va être vraiment de nourrir, entre guillemets, son corps physique. Donc là, déjà, apprendre à connaître comment fonctionne le cycle menstruel, parce qu'en fait, on le sait pas forcément. Et d'arriver à mieux se connaître pour mieux vivre chaque période, tu vois, de se dire là j'ai plus mal pendant la période d'ovulation ou avant ou après, enfin voilà, en fonction du cycle. Et puis essayer de se rappeler que le corps, l'objectif du corps, c'est vraiment d'ovuler en fait, c'est pas les règles. Nous on a tendance à se dire que le centre du cycle c'est les règles, mais non. Et puis il y a aussi c'est un peu comme on disait, cet aspect un peu tabou, d'essayer de changer un peu la narration et de parler des règles en positif. Tu vois, ça ça peut être un premier point, essayer d'accepter un peu ce côté cyclique. Après, il va y avoir l'alimentation. Alors là, l'alimentation, je pourrais en parler. Il y a tellement de choses à dire, mais l'idée, ça va être de privilégier des choses anti-inflammatoires, de bien déjà mâcher sa nourriture, de prendre des produits, on va dire, à indice glycémique assez faible, donc privilégier vraiment les fruits, légumes, les céréales complètes, d'éviter, entre guillemets, le sucre. Ouais, le glucose, j'imagine que c'est un coagulant, c'est pour ça, non? Et puis voilà, ça va vraiment impacter l'insuline, et du coup, ça va, avoir des répercussions et des déséquilibres vraiment à court et à long terme. Et donc, c'est plutôt sur le long terme, tu vois, par rapport à l'endométriose. Donc, essayer vraiment d'éviter le sucre au maximum, de par exemple, privilégier des produits laitiers sans hormones ajoutées, par exemple. J'aime bien donner l'exemple d'une assiette un peu type pour bien prendre soin de ses hormones. Ça va être vraiment de se dire, on découpe l'assiette, on prend la moitié de l'assiette en fruits, légumes, comme base de l'assiette avec des céréales complètes. On prend un quart de bon gras, tu vois, type avocat, des amandes, des noix, des graines, peu importe. Et puis un quart de protéines. Parce que c'est quand même hyper important d'apporter tous les nutriments dont le corps a besoin. Outre l'alimentation, donc là j'ai déjà donné quelques pistes, il va y avoir l'importance de vraiment prendre soin de son foie. Là, le rôle du foie, ça va être vraiment de nettoyer le sang, détruire et d'éliminer toutes les hormones du corps. Donc, si
le foie, il est trop sollicité, il va pas être capable d'éliminer ces excès, en fait, d'hormones. Et on voit clairement, mais alors clairement un lien entre les perturbateurs endocriniens et tout ce qui est excès d'œstrogène. Donc, pas d'alcool. C'est ça. Disons que... Bon, on va pas faire l'apologie de l'alcool, mais quand même, c'est ça. On n'incite rien à la consommation, mais quand t'es mère, quand t'es parent, moi, je suis contente de pas avoir d'endométriose du coup, hein. Parce que on va dire que pareil, essayer toujours un peu de privilégier tout ce qui est bio, local, de saison. Bon, l'alcool. Ou le vin local, le vin organique. Le vin local. le vin biologique. Non, mais vraiment, essayer d'en prendre au maximum. Et puis, en fait, ça peut passer par plein d'aspects. Tu vois, t'as tout ce qui est les produits, périodiques, les cosmétiques, les produits ménagers. Essayer de les avoir les plus, on va dire, naturel possible. Non toxique, ouais. Ouais, vraiment tout ce qui est tampon, si on peut éviter, passer aux culottes de règles, tu vois, c'est quand même ce qui est top. Pareil pour les cosmétiques, essayer d'avoir des produits sans toxines, des shampoings, des crèmes, des déos. Pareil pour les produits ménagers. Il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut déjà bien sûr, petit à petit, hein, l'idée c'est, là je vous donne plein de pistes, c'est juste que ça parle, voilà, il y a des choses qui vont parler à certaines femmes, d'autres à d'autres, voilà. Oui. L'idée c'est que chacune prenne un peu ce qui lui parle. Après, il va y avoir aussi l'importance de gérer son stress, parce que le stress chronique, ça a un impact sur l'inflammation. Donc simplement, voilà, bon, en étant jeune maman, c'est toujours compliqué, mais arriver à prendre soin de soi, d'avoir vraiment une pratique quotidienne, ça va vraiment avoir des effets positifs sur les symptômes, tu vois. D'accord. Donc s'écouter, apprendre à dire non, par exemple, aller faire une petite balade en nature, trouver une activité créative qui nous inspire, tout ce qui est respiration, visualisation. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et puis après, je dirais que l'aspect important aussi, ça va être le mouvement. Donc vraiment l'importance d'éliminer, transpirer pour garder des cellules qui vont être le plus souples possible. Et donc d'essayer de trouver un sport qui nous convient en fait. Ça peut être très compliqué quand on a des douleurs de se dire allez, je me bouge, mais en fait c'est primordial. Ou même, j'imagine, d'aller marcher 10 minutes après avoir mangé ou quelque chose comme ça. Exactement. Ouais. Ah oui, ça n'a pas besoin d'être un sport intense, loin de là même. Hein. Oui, le but n'est pas d'avoir la goutte au dos. Le but, c'est juste d'éliminer, je pense, c'est ça. Et puis, physiquement, ce qu'on vient de manger. Par exemple, et puis aussi le fait, tu sais, de faire du sport, ça va augmenter le niveau d'endorphine et du coup, ça va réduire le stress et du coup, ça va réduire les cellules inflammatoires, ce qui est quand même hyper présent lors de l'endométriose. Donc voilà. Et puis après, je dirais que le dernier aspect, c'est plus l'aspect un peu émotionnel. Donc essayer de comprendre ce que le corps essaye de nous dire, essayer de s'écouter, d'accepter ses émotions, d'accepter là où on en est. Tu vois, moi, tout ce que je te dis là, quand j'ai appris mon diagnostic, je m'en foutais en fait. Ça m'intéressait pas du tout de prendre soin de moi à ce moment-là. Donc voilà, en fonction de là où en est chaque femme, de vraiment y aller à son rythme, d'accepter, de travailler sur ses émotions, de voilà encore une fois changer la narration, de se dire les règles c'est quelque chose de dégueu, en faire vraiment quelque chose de positif, c'est un signe de bonne santé en fait. Et ça, oui, c'est ça. Je crois que c'est ton corps qui clean up l'ovulation qui n'a pas eu lieu, c'est ça? C'est ça. Et donc dans ton cas, tu proposes aux femmes avant, pendant, après grossesse, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc moi, en fait, il y a plusieurs aspects. Donc il y a des femmes qui n'ont pas de désir ou d'envie de grossesse, mais qui veulent juste réduire leurs symptômes. Donc on fait vraiment un travail ensemble. Et puis sinon, il y a vraiment pendant la grossesse et après la grossesse. Oui. Voilà. Et parce qu'on parle souvent de avant grossesse, parce que on parle bien entendu du fait que c'est difficile de tomber enceinte ayant une endométriose. Comment on peut anticiper le retour de couche et donc des cycles douloureux quand on vient de mettre au monde une petite merveille? Et justement, je pense que la première chose, ça va être vraiment l'hygiène de vie en fait.
ça va être de bien manger, de bien dormir, ce qui est Ça, c'est difficile. Les deux sont assez challenging. Ouais. Mais franchement, la priorité, je dirais que c'est vraiment l'alimentation. Hein. Ouais. Ouais, c'est vraiment le levier sur lequel finalement on peut l'avoir comme levier, quoi. Oui, mais dans tout, hein, dans tous les cas, de manière générale, c'est ça qui est assez dingue, c'est que tu te rends compte que, tu vois, ici, je sais pas, aussi ils le disent aussi au Canada, ils disent follow your gut, tu vois, Ouais, exactement. Je sais même pas ce que c'est le gut en français, mais tes tripes, quoi, tu vois, ton bide, c'est vraiment comme quoi, suit ton système digestif, tu vois, ouais, c'est quand même assez dingue. Est-ce que tu notes une différence de suivi entre le Canada, là où tu vis aujourd'hui, et la France? Alors, écoute, malheureusement, c'est vrai que à part proposer la pilule comme solution, il n'y a pas dans les C'est deux cas. Hein. international, ouais. Ouais, vraiment, il n'y a pas vraiment d'autres options envisageables pour l'instant. J'ai quand même l'impression qu'au Canada, il y a un peu plus, c'est un peu plus développé cet aspect un peu pluridisciplinaire avec les médecines un peu plus alternatives. Tu vois, il y a aussi tout ce qui est aide extérieure. Tu vois, on peut vraiment faire appel ostéo, acupuncture. Ça, j'ai l'impression que c'est quand même bien développé au Canada, plus qu'en France. Ouais, mais quels travaux du coup tu penses qu'il y aurait à faire pour essayer comment je dirais de démocratiser un petit peu plus cette maladie? Est-ce qu'il y a des cures qu'on pourrait proposer aux femmes? Enfin, voilà, comment on pourrait faire avancer un peu plus la société à faire comprendre que cette femme elle va pas pouvoir être super performante par exemple au travail cette semaine parce qu'elle vit quand même physiquement des douleurs assez importantes. Ouais, alors il y a encore tellement de travail. Après, c'est vrai qu'en France, là, il y a quand même eu dernièrement, tu sais, un plan d'action du gouvernement. Donc, ce qui est quand même une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose au niveau de la France. Donc, c'est hyper, on va dire, encourageant et c'est bien que voilà le gouvernement commence enfin à s'y intéresser. Après, malheureusement, le sujet il est encore trop tabou quoi dans la société. Tout ce qui touche à la sphère gynéco des femmes, bon, c'est encore, on est encore loin mais bon, si déjà on arrive à démocratiser la maladie et à en parler de plus en plus, ce qui me semble être quand même le cas, c'est tant mieux. Mais bon, il y a beaucoup de travail. Mais donc nécessairement aujourd'hui, si tu vas chez ton gynéco et que tu lui dis que tu as vraiment des douleurs inconfortables, insupportables, tous les que tu veux de la planète, on est d'accord qu'il va arrêter de te dire oh t'inquiète pas c'est normal. Il va essayer de proposer un diagnostic en faisant un IRM, ce genre de choses. C'est ça, c'est l'objectif en tout cas du gouvernement, c'est d'avoir une équipe médicale qui va être bien mieux formée. Parce que regarde, le problème qu'on a, c'est qu'on a très peu de personnes qui sont formées en fait sur l'endométriose d'un point de vue du corps médical et c'est très compliqué. Je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, après mon opération du rein, donc l'urologue qui m'a opéré a découvert qu'il y avait donc des lésions un peu partout avec des adhérences entre tous les organes au niveau du ventre. Il m'envoie faire une radio que je vais faire là où j'habite en France, enfin chez mes parents, et on me dit vous avez pas d'endométriose. Mais c'est juste que en fait la personne qui a fait l'examen était pas spécialisée, elle a pas été capable de voir toutes les lésions d'endométriose. Je vois. Donc c'est très compliqué et c'est un des objectifs du gouvernement français notamment, c'est de former le corps médical quoi. Ok. Et non mais ça montre bien que pour moi ça reste quand même toujours un mystère qu'on n'ait pas pu relever en tout cas cette maladie bien plus tôt. Tu vois, c'est quelque chose qui me
bref, qui me fait un peu tirer les poils. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Ok, c'est très clair. De toute façon, je mettrai ton site internet voilà, dans le descriptif de l'épisode pour que les gens puissent aller découvrir un peu tes services et venir directement te contacter si voilà, s'il y a la moindre question. Super, merci. Je trouve que c'est toujours super chouette d'avoir des pistes, tu vois, pour toujours aller mieux. Je pense que ouais, c'est sûr. C'est nécessaire. Et puis tu sais, le fait aussi d'être française, qui vit à l'étranger, il y a un sentiment de solitude qui peut être tellement présent que si, écoute, ça peut aider même juste une femme, je serais la plus contente, quoi, parce Bien que sûr. ouais. Ouais, je pense que et puis c'est pour ça que je suis quand même contente qu'on fasse cet épisode parce que encore une fois, c'est une maladie qui me paraît tellement ancestrale quand même et que aujourd'hui voilà, on arrive tout simplement à peine poser un petit doigt dessus, quoi. Donc c'est ça. En tout cas, merci de l'évoquer, c'est super. C'est ouais. super. Est-ce que tu aurais des conseils à offrir à une femme qui vient d'être diagnostiquée atteinte d'endométriose? Alors, c'est de déjà prendre le temps dont elle a besoin pour, on va dire, accepter, encaisser la nouvelle, de se dire que oui, c'est possible de bien vivre avec la maladie, parce qu'il y a plein de femmes pour qui c'est le cas, et de s'écouter et surtout de bien se faire entourer. Ouais. Ouais, vraiment, c'est important parce que, c'est comme je te disais, on peut se sentir tellement seul que c'est compliqué, quoi. Mais j'imagine qu'ils ont bien fait des groupes de soutien sur Facebook, ce genre de choses. Alors oui, il y a plein de groupes sur Facebook. Oui. C'est vrai que si on tape endométriose sur Facebook, il y a des groupes de soutien. Moi, j'en ai même trouvé au Canada. Donc oui. Okay. Je pense que par pays, ouais. Bon. Et donc, à titre personnel, qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter pour la suite? Écoute, on va dire d'avoir, de vivre comme ça sans symptômes pour les prochaines années, ça serait super. J'espère ne pas faire de, entre guillemets, rechute. Et puis d'avoir un aussi bel accouchement pour bébé numéro 2 que lors de ma première grossesse. Ouais. Voilà, ça sera déjà pas mal. Oh, non mais c'est génial. Et puis non, mais on te souhaite en tout cas un super accouchement et puis un beau retour à la maison avec une nouvelle petite tête à ajouter à la famille. C'est ça. En tout cas, Mathilde, moi je te remercie énormément pour ton temps et pour ton témoignage. Encore une fois, je rappelle que ton site internet s'appelle EndoBloom et que tu accompagnes des femmes atteintes d'endométriose ou des familles. C'est ça. Des femmes qui veulent vivre, on va dire, sans trop de douleur. Voilà, ce qu'on mérite toutes en fait. Ah non, mais c'est clair. Dans le commun des mortels d'ailleurs. Merci beaucoup Mathilde. Merci à toi Cindy. Merci. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao!